Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un géant. On a sur la table le script d'un dialogue entre un développeur junior et une ingénieure senior. Et leur sujet, c'est l'écosystème Java Spring. Oui, et ça peut vite faire peur, hein. On entend parler de framework, de boot, de cloud. Exactement, on a l'impression d'être face à une montagne de jargon. Alors notre mission aujourd'hui, elle est simple. On va transformer cette montagne en une carte routière claire. Comment on va faire ça? On va suivre le parcours d'une simple requête utilisateur, depuis son arrivée sur Internet jusqu'à la base de données. Et on va voir comment toutes ces briques Spring s'emboîtent pour la guider. Prêt pour le voyage? Allons-y, alors commençons par le véhicule lui-même. La première question que tout le monde se pose, c'est quel est le rapport entre ce bon vieux Spring Framework et le plus récent Spring Boot? Est-ce que l'un a remplacé l'autre? C'est la question fondamentale. Et la réponse, en fait, elle est au cœur de tout le reste. L'analogie utilisée dans le dialogue est vraiment excellente. Il faut voir le Spring Framework comme une immense caisse à outils professionnelle. Une caisse à outils. Oui, presque infinie. C'est l'atelier complet du mécanicien. Dedans, il y a absolument tout. Des outils pour la sécurité, pour la gestion des données, pour la configuration, et au centre, il y a le moteur surpuissant, l'injection de dépendance. Donc c'est la base, la matière première. C'est exactement ça. Et l'idée, si je comprends bien, c'est pas de tout apprendre par cœur, mais de savoir que l'outil existe pour un problème donné. Tout à fait. C'est un catalogue de pièces. Et c'est là qu'intervient Spring Boot. D'accord. Si le framework, c'est l'atelier, eh ben Spring Boot, c'est l'ingénieur expert qui préassemble 90% de la voiture pour nous. Ah, je vois. Il nous mâche le travail en quelque sorte. C'est ça. Il regarde les pièces et il dit Ah, je vois que vous avez un moteur de base de données Postgres. OK, je vais automatiquement le connecter au système. Vous voulez un serveur web? Tenez, en voilà un, déjà configuré et prêt à démarrer en un clic. Il élimine toute la partie fastidieuse, quoi. Les vieux fichiers XML. Exactement. Son rôle, c'est de nous faire passer de j'ai des pièces à j'ai une voiture qui démarre en quelques minutes. C'est un accélérateur, ce n'est pas un remplaçant. D'accord, donc Spring Boot nous donne une voiture qui démarre au quart de tour. C'est super. Mais si à l'intérieur tous les fils sont emmêlés, on n'ira pas loin. Non, la première panne sera un cauchemar. Ça m'amène à l'organisation interne. Le script insiste beaucoup sur cette fameuse architecture en 3 couches. Pourquoi c'est si vital? C'est exactement ça. Avoir un moteur puissant ne sert à rien si le reste n'est pas organisé. Cette structure en 3 couches, c'est une convention. Mais c'est une convention qui apporte une discipline incroyable. La différence entre un plat de spaghettis et une boîte bien rangée. Voilà. Le dialogue identifie 3 niveaux très clairs. Le premier, c'est la porte d'entrée de notre application. La couche contrôleur. Le contrôleur, c'est un peu le videur à l'entrée du club. C'est une bonne image, oui. C'est lui qui reçoit les requêtes web, les requêtes HTTP. Il regarde la carte d'identité de la requête. Est-ce que tu vas à la bonne adresse? Est-ce que tes infos sont correctes? Mais son travail s'arrête là. Oui, et c'est un point crucial. Il doit rester très mince. Il ne prend aucune décision importante. Il accueille, il valide un minimum et il passe le relais. Surtout, aucune logique métier. Donc, si un utilisateur envoie un email sans hâte, par exemple, c'est le contrôleur qui dit non, ça ne va pas, avant même de déranger le reste du système. Précisément, il filtre à l'entrée. Une fois la requête validée, il la transmet au deuxième niveau, la couche service. Et là, on entre dans le cerveau de l'application. Exactement. Toute l'intelligence est ici, c'est dans le service qu'on va trouver les règles de gestion, les calculs, l'orchestration. Si la requête est acheter ce produit, le service va vérifier le stock, le solde du client, si une promotion s'applique. C'est lui le manager. C'est lui qui prend les décisions. Et j'imagine que pour faire ça, il a besoin de données. Il ne les invente pas. C'est là qu'intervient la troisième couche. Tout à fait. Le service doit parler à la base de données. Mais il ne le fait pas directement. Il passe par la troisième couche, le repository, qu'on appelle aussi parfois DAO. Et son rôle à lui? Son seul et unique rôle, c'est de discuter avec la base de données. Il sait comment lire, écrire, mettre à jour, supprimer. Il traduit les demandes du service en langage de base de données, en requête SQL par exemple. Il y a aussi les entities, qui sont les objets Java qui sont un miroir parfait des tables de la base de données. C'est très clair. Le contrôleur accueille, le service réfléchit, le repository agit. Mais est-ce que cette discipline n'est pas un peu lourde parfois? Pour une petite application, on ne pourrait pas fusionner le service et le repository? C'est une excellente question, et c'est une tentation fréquente. On pourrait oui, mais on perdrait le plus grand avantage, la testabilité et la maintenance. Comment ça? En séparant tout,
On peut tester la logique de notre service sans avoir besoin de démarrer une vraie base de données. On lui donne un faux repository, un mock, qui renvoie des données en mémoire. C'est infiniment plus rapide. Et pour la maintenance? Si demain on veut changer de base de données, passer de MySQL à Oracle, on ne modifiera que la couche repository. Le service, lui, ne verra même pas la différence. C'est un investissement en rigueur qui paye énormément sur le long terme. D'accord, je suis convaincue. On a notre voiture bien organisée, une belle application monolithique. Mais aujourd'hui, le mot à la mode, c'est microservice. On dirait que tout le monde casse ses belles voitures en plein de petits cartes indépendants. C'est vrai. Comment notre belle architecture en 3 couches survit à cette explosion? Alors, là, la distinction est fondamentale. Et le dialogue est très clair dessus. L'architecture en microservices ne détruit pas la structure interne. Elle réorganise le système global. C'est-à-dire? Imaginez qu'au lieu d'une grosse usine qui fabrique une voiture de A à Z, vous avez maintenant plusieurs petits ateliers spécialisés. Un pour le moteur, un pour la carrosserie, un pour l'électronique. Et chaque atelier, c'est un microservice. Exactement. Chaque microservice est une petite application Spring Boot autonome et à l'intérieur, on retrouve notre structure en 3 couches. Un contrôleur, un service pour sa logique très spécifique et un repository pour parler à sa propre base de données. Ah, donc la complexité se déplace. Oui, elle n'est plus à l'intérieur d'un gros monolithe, elle est dans la communication entre tous ces petits ateliers. Mais en faisant ça, on ne fait pas que déplacer le problème. Au lieu d'un gros plat de spaghettis, on se retrouve avec 100 petits plats qui doivent se parler. Comment on gère ce chaos? C'est la critique la plus juste des microservices. Et la réponse de l'écosystème Spring, c'est une autre boîte à outils spécialisée pour ça, Spring Cloud. Spring Cloud. Sans ça, ce serait effectivement le chaos. Spring Cloud, c'est le système logistique qui permet à tous nos ateliers de travailler ensemble de manière fiable. Ok, alors concrètement, si mon atelier commande a besoin de parler à l'atelier paiement, comment il sait où le trouver? L'adresse peut changer tout le temps. Problème très concret et solution Spring Cloud, Eureka. C'est un annuaire central. Quand l'atelier paiement démarre, il s'enregistre auprès d'Eureka. Quand commande veut lui parler, il demande à Eureka où se trouve paiement aujourd'hui. C'est la découverte des services. Intéressant. Et pour les requêtes des clients de l'extérieur, on ne va pas leur demander de connaître l'adresse de chaque petit service. Non, bien sûr. Pour ça, il y a Spring Cloud Gateway. C'est le grand portail d'entrée de tout notre parc industriel. Toutes les requêtes externes arrivent là, et la Gateway les route vers le bon microservice. C'est un point de contrôle unique. Voilà. Pour la sécurité, la surveillance, on peut aussi décentraliser la configuration de tous les services avec le config serveur pour ne pas avoir à la répéter partout. D'accord. Mais le plus gros risque, c'est la panne. Si l'atelier paiement tombe, est-ce que l'atelier commande qui l'attend ne va pas tomber aussi? Et ainsi de suite. L'effet domino. C'est la hantise des systèmes distribués. Et pour ça, Spring Cloud propose des outils comme Resilience 4J. Il installe ce qu'on appelle des disjoncteurs, des circuits breakers. Des disjoncteurs. Oui, si le service commande appelle le service paiement et que ça échoue plusieurs fois, le disjoncteur saute. Le service commande arrête d'essayer d'appeler paiement pendant un moment, il renvoie une erreur ou une solution de repli, mais il ne reste pas bloqué. Ça protège le reste du système. Le voyage de notre requête devient de plus en plus complexe. Elle arrive à la gateway, elle est routée, le contrôleur l'accueille, le service la traite, il appelle peut-être un autre microservice via un client feigne. Oui, un autre outil qui simplifie ces appels réseau. Mhm. Et tout ça protégé par des disjoncteurs. L'image est presque complète. Mais il manque 2 choses. Premièrement, qui a vérifié le badge de notre requête à l'entrée? Et deuxièmement, quelle est la magie qui relie toutes ces pièces sans qu'on ait à les brancher à la main? On touche aux 2 piliers qui soutiennent tout l'édifice. Pour le premier point, le contrôle d'accès, c'est le rôle de Spring Security. C'est le service de sécurité de l'usine. Il est partout. Et un fournisseur d'identité centrale, comme Keycloak. D'accord. Et pour la magie, cette colle invisible @AutoWired, on voit des annotations comme @AutoWired partout. Qu'est-ce que ça fait vraiment? C'est le concept le plus important de tout Spring. L'injection de dépendance. La DI. C'est l'épine dorsale. Le principe est simple, mais a tout changé. Un développeur ne doit jamais créer lui-même les composants importants. Jamais. On n'écrit jamais un new mon service, jamais. On déclare simplement nos besoins. Notre service de commande va juste dire « j'ai besoin d'un repository pour les commandes ». Au démarrage, Spring Scan tout, voit cette déclaration et agit comme un maître d'assemblage. Il crée lui-même une instance du repository et il l'injecte dans le service. C'est ça la magie derrière @AutoWired. C'est exactement ça.
Spring gère tout le cycle de vie de ces objets pour nous. Ah, et c'est donc pour ça qu'on peut si facilement remplacer un vrai composant par un faux en phase de test sans changer une seule ligne de code. Tu as tout compris. On dit juste à Spring, pour ce test, injecte celui-là, le faux. C'est ce qui rend le code modulaire, découplé et incroyablement facile à tester. C'est vraiment le super pouvoir de Spring. Le voyage est terminé. Si on résume, notre requête a montré patte blanche à Spring Security. Elle a été guidée par Spring Cloud Gateway. Un contrôleur l'a accueilli, un service a traité sa logique, un repository a parlé à la base de données. Et d'autres services ont pu être appelés de manière sécurisée. Et tout ce petit monde a été assemblé comme par magie par l'injection de dépendance. On est parti d'une question simple pour arriver à une mécanique de pointe. C'est un bon résumé. Notre analyse de ce dialogue s'achève. On a vu comment un écosystème qui semble une jungle peut en fait être un jardin très bien organisé une fois qu'on a la carte. C'est tout à fait ça. Chaque outil a sa place, chaque concept résout un problème précis. Et le dialogue ne s'arrête pas là, il se termine sur une ouverture. Ah oui, voilà. L'ingénieur senior propose de discuter la prochaine fois du traitement asynchrone et de l'architecture événementielle. C'est une porte qui s'ouvre sur une toute autre dimension. Une autre façon de penser. Oui. Et cela soulève une question fascinante pour la suite. Jusqu'à présent, on a décrit un système très ordonné, presque symphonique. Un service appelle un autre et attend patiemment sa réponse. C'est la communication synchrone. C'est prévisible en effet. Voilà. Mais qu'est-ce se passe-t-il si on change complètement le rythme? Si on passe à du jazz, à un mode asynchrone, où les services s'envoient des messages comme des bouteilles à la mer, sans attendre de réponse directe? Comment est-ce que ce changement de paradigme transforme non seulement la performance, mais aussi la résilience et le comportement même d'un système distribué? C'est une toute autre histoire.